Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce nouveau webinaire BeCyberSafe. On est très content de vous retrouver aujourd'hui dans ce programme BeCyberSafe. Alors, qu'est-ce que c'est BeCyberSafe? C'est tout simplement une initiative du SNI et de Bicom avec le soutien du SPF Économie et de fonds européens pour aider vous, indépendants et PME, à assurer votre sécurité en ligne, votre sécurité numérique. Cela passe par des webinaires, hein, comme nous sommes aujourd'hui, bien évidemment. Il y en a eu d'autres, il y en aura encore un dont on parlera tout à l'heure. Cela passe par un site web également que je vous mets dans le chat, bcybersafe.be. Et sur ce site internet, vous pouvez retrouver deux choses également. Le scan gratuit, qui est quand même assez utile, qui vous permet déjà de faire un premier scan finalement, un premier résumé, une première synthèse de vos infrastructures, de votre organisation. Et puis, il y a aussi une séance de conseils gratuits. Je vais y revenir juste après. Avant, je vais peut-être vous parler de la plateforme que l'on utilise aujourd'hui qui s'appelle Livestorm. Où vous avez un chat où je vois que Marc et France nous ont dit bonsoir. Si vous êtes un peu plus nombreux que Marc et France, faites-le nous savoir dans le chat. En tout cas, n'hésitez pas, il est là pour nous, à nous faire des petits coucous, au fait qu'on ne se sent pas seul. Ah ben, il y a un autre Marc qui est là aussi. Je vois que ça s'anime. Benoît et Céline nous ont rejoints également, ainsi que Nina. Bonsoir à toutes et à tous. Si vous avez des petits soucis techniques, etc., des questions d'organisation, mettez-les dans le chat si vous le voulez bien. Par contre, n'hésitez pas, si vous avez des questions vraiment sur le cœur de la thématique du jour, à savoir les assurances en cybersécurité, à les mettre dans l'onglet questions pardon, qui se trouve juste à côté, comme ça au moins on est sûr de le retrouver. Et puis on a un onglet sondage également. Je vais en activer un premier pour que vous puissiez le voir. Il doit apparaître à votre écran. Il s'agit de savoir si vous disposez déjà d'une assurance cybersécurité. Alors oui, j'ai une assurance dédiée. Non, mais j'envisage d'en souscrire une. Non, et je n'y ai jamais pensé. Peut-être que vous êtes ici pour la première fois. Ou alors, j'ai une RC Pro, c'est pareil. Non, dites-nous un petit peu ce que vous pensez et on va voir directement vos résultats juste après. Donc, on vous laisse voter dans l'onglet sondage. On rebondira sur vos réponses tout de suite. Pour l'heure, j'accueille mes deux invités du jour, car je ne suis évidemment pas seul en studio. Nous avons d'abord Serge Houtin. Bonjour Serge. Bonjour Adrien. Tu as été actif dans la police pendant très longtemps et puis maintenant Trop. tu mets à bon escient toutes les compétences que tu as acquises au service justement de la consultance en informatique et de la cybersécurité notamment. C'est pour ça que Tout à tu fait. es là. Voilà. Et nous avons également Mathéo, justement, parce que qui de mieux que nous pour nous parler d'assurance que d'avoir un courtier en assurance également qui est là. Et donc, tu es spécialisé justement dans ce genre d'assurance, entre autres. Exactement. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je leur laisse encore un petit peu le temps de voter dans ce premier sondage, à savoir s'ils ont déjà une assurance cybersécurité. Mais Serge, avant ça, je vais revenir vers toi, car je disais tout à l'heure que sur bcybersafe.be, ils avaient la possibilité d'avoir des conseils gratuits. C'est quelque chose qui est assez unique en Belgique, parce qu'avoir une séance de consultance finalement cybersécurité, c'est quelque chose qui coûte quand même pas mal de sous. Et là, c'est gratuit pour eux et ils peuvent le faire avec toi. Voilà, tout à fait. Donc, 1 heure de conseil gratuit, 1 heure de coaching finalement sur des sujets de cybersécurité. Si vous vous inscrivez, on se contacte un petit peu avant pour savoir quel sujet vous souhaitez qu'on aborde ensemble. Et puis, le jour dit, à l'heure dite, on se voit pendant 1 heure
en visioconférence, hein, sur Google Meet et ce sera l'occasion de pouvoir poser toutes vos questions. Ne tardez pas parce qu'on arrive à la fin de l'année, ce sera la fin du programme. Il n'est pas du tout certain que l'année prochaine, ce sera encore disponible. Comme Adrien l'a dit, bah, c'est un beau cadeau que fait BeCyberSafe. Alors profitez-en, premier arrivé, premier inscrit, vous aurez plus de chances Et que ceux premier qui vont servi. attendre le 31 décembre, ça C'est c'est sûr. ça. Ben, Voilà. tu as le bonsoir de Félix qui te dit: «Bonsoir monsieur le commissaire, content de vous revoir». Ah Tu bon, as tu as ton petit fan club, hein, c'est oui, pour tous les bonsoir webinaires qu'on Félix a alors. déjà fait ensemble. Donc voilà, tout est, indiqué ici dans le chat. Je vous ai mis le lien vers la séance de consultance. On va rebondir un petit peu maintenant sur les réponses au sondage, hein, savoir s'ils ont un petit peu déjà ou pas une assurance cybersécurité. L'honnêteté a pris enfin, a payé, on va dire, parce que 44 d'entre eux, la majorité, nous disent que non, ils n'y ont jamais pensé, d'avoir une assurance cybersécurité. 22 de personnes ont déjà une assurance dédiée, d'autres envisagent d'en souscrire une. Donc voilà, au moins, on va aborder quelque chose de nouveau parce que c'est vrai que c'est pas une assurance dont on parle tous les jours finalement, cette fameuse assurance cybersécurité. Effectivement, mais en On tout insiste. cas, enfin Mathieu ne va pas me contredire, mais ça devient sans doute, de plus en plus nécessaire. Incontournable. Exactement, oui. Vu de la conjoncture actuelle, On n'a pas le choix. on n'a pas trop le choix. On a toujours le choix, mais Et donc l'idée, c'est, on va voir un petit peu plus en détail avec, les slides de cette présentation. Je vous épargne ceci, on l'a déjà dit. Et donc Serge, l'idée, c'est vraiment toi, tu mets déjà les gens en garde sur les bonnes pratiques informatiques en cybersécurité. Ici, c'est vraiment aller un step plus loin finalement d'avoir une assurance. oui, c'est effectivement le pas qui suit, ce dont on va parler, parce que vous allez voir que pour bénéficier d'une assurance, c'est pas automatique, hein, une assurance en Mmh. cybersécurité, comme pour toutes les autres polices, bien sûr, il y a des prérequis et c'est ce qu'on va essayer de voir, aujourd'hui ensemble. Ouais, et c'est d'ailleurs ce que tu as dit. D'abord, il y a une question: et si vous Oui. n'étiez pas assurable? Et on a, justement un nouveau sondage, pour vous. Je vais publier le premier. On va faire les choses dans l'ordre. À votre avis, selon vous donc, combien d'attaques informatiques ciblent les PME belges chaque semaine? Hein, on parle en semaine, hein, vraiment. Donc, dites-nous si c'est environ 500, environ 1000, environ 2000, environ 5000. À votre avis, dites-nous un petit peu tout cela. Donc, on attend votre réponse dans l'onglet sondage. Je vois que 5000 est déjà le chiffre avancé. On verra les réponses juste après. Peut-être, donc, vous votez pour la fourchette haute pour l'instant. Donc, c'est déjà euh, peut-être une bonne chose ou pas. On le verra si vous avez la bonne réponse. Et enfin, on pose la question un peu inversement maintenant. Je publie ce sondage. On vous pose la question, est-ce que vous pensez finalement être suffisamment protégé contre une cyberattaque? Alors oui, vous êtes bien protégé ou non, pas suffisamment. En partie, il doit bien y avoir des failles ou vous ne savez pas car vous ne vous êtes jamais posé la question. Dites-nous un petit peu également dans cet onglet sondage. Ça nous permet déjà de voir un petit peu justement où vous vous situez. Je vois que Marc nous dit souci de vision. Alors si Marc a des petits problèmes techniques et qu'il ne nous voit pas, je lui conseille de se brancher via Google Chrome et de rafraîchir la page. Déjà ça résout 80% des problèmes. Et autrement, vous avez une petite bouée d'aide en bas à gauche qui vous permettra de régler vos soucis. Ça permettra vraiment de vous accompagner dans la résolution de vos problèmes. Alors, au niveau du sondage, on va afficher les réponses. Selon eux, Serge Matteo, et on est à 5000 PME ciblées chaque semaine. Ils ont choisi la fourchette haute. Alors, oui, ici, on n'a pas encore eu tous les votes, mais ils nous disent qu'ils se pensent quand même suffisamment bien protégés, en partie parce qu'il doit y avoir des points faibles. Donc, ça va, ils sont plus prudents que la plupart des indépendants en Belgique. Oui, absolument. Ben, en fait, 5000, c'était un petit peu trop, Ouais. heureusement, hein, peut-être que ça ça viendra par la suite. Mais c'est vrai que ça augmente généralement chaque année. Bon, on va arrondir à 2000, hein, 1900 Ouais. ou C'est 2000 à peu l'environ, près. Environ, c'est bien sûr, hein. intitulé. C'est encore une fois pour le chiffre, officiel, Mm. hein. Il y a beaucoup de gens qui ne signalent pas.
pour des tas de raisons bonnes ou mauvaises, qu'ils ont été victimes d'un incident en matière cyber, en général. Donc ici, ça se base uniquement sur des chiffres officiels. Donc voilà, entre 1900 et 2000 attaques par semaine, hein, on est bien d'accord, en 2024 en tout cas. Il faut savoir que le facteur humain est très, très important en matière de cybersécurité, Mmh. puisque on l'a déjà dit pour ceux qui suivent régulièrement, c'est 85 des cyberattaques, bah, ça se joue sur le facteur humain, par Mmh. négligence, manque de formation, et cetera. Et dans ce facteur humain, bien sûr, c'est le phishing qui est le plus important. Et là, on a 92 des attaques qui se font par phishing. C'est ce qui permet d'avoir la clé de la porte d'entrée pour pénétrer dans votre activité, dans votre organisation, dans votre entreprise. Donc, même si tout le monde sait ce qu'est le phishing, on sait aussi qu'il y a toujours beaucoup de sensibilisation à faire à ce niveau-là. Et quand on regarde au niveau des PME, ben, c'est à 1 sur 5 hein, qui a déjà été victime d'incidents de sécurité majeurs, hein. On parle Mmh. bien d'incidents de sécurité majeurs. Et quand on parle de ça, c'est la crise. En fait, dans les modes de fonctionnement de l'entreprise, c'est la gestion de crise. Donc, il y a eu sans doute beaucoup d'autres choses moins graves auparavant. Voilà. Et alors, on va le voir avec toi, Mathéo, que, beh, il y a différents chiffres d'évolution justement des cyberattaques, que, bah, finalement le covid a accéléré, toutes ces attaques. Ça s'est un peu stabilisé, mais c'est quand même encore énorme. Exactement. Alors, les cyberattaques, historiquement, ça date pas, ça date pas d'hier, ça date de beaucoup plus loin, depuis l'existence d'internet. Alors, on remarque justement via ce graphique que pendant la période de Covid en 2020-2021, il y en a eu beaucoup Mmh. plus, il y en a eu beaucoup plus qu'avant, mais pour une bonne raison, parce que les employés faisaient davantage de télétravail, et effectivement, ils sortaient de la structure qui était normalement plus ou moins bien encadrée de leur société. Et le fait de se digitaliser davantage, d'être en télétravail, ils étaient plus à même, plus à risque de se faire attaquer. Et ici, bah, Mmh. les chiffres ne trompent pas, hein, 2020-2021, c'est là où il y en a eu davantage. Ça a un peu reculé, ça a un peu diminué par la suite. Hem, il y a un peu moins de télétravail, il y en a toujours autant, mais maintenant, Mmh. voilà, tout est digitalisé et On Peut-être a une appris, prise de ouais, conscience aussi, entre-temps? oui, on a appris des leçons quand même, parce que Entre quand le autres, Covid est apparu, bien sûr, il a fallu gérer ça plus ou moins convenablement. Et on a renvoyé les gens à domicile. Donc voilà, ils ont travaillé avec du matériel qui n'était pas sécurisé, avec le PC familial mmh. parfois, dans des conditions qui n'étaient pas forcément bonnes, hein, avec pas le confort, les enfants qui crient, le chien qui aboie, enfin bref, toutes sortes de choses qui font qu'on est moins vigilant. Et voilà, tout ça, après, on a dilué des données partout sur des clés USB, dans le cloud, sur OneDrive, sur Dropbox, etc. Il a fallu rassembler tout ça après pour faire Mmh. le tri, bien sûr. Oui, ça, on a connu vraiment une période très, très Mmh. complexe avec cette pandémie au niveau informatique, ça c'est clair. Ouais. On a dû s'adapter un On a petit dû peu, s'adapter, mais vague on et a dû un peu s'adapter, mais sans avoir dans la panique un peu générale. exactement. D'autres chiffres, hein, justement pour rebondir un petit peu sur ceux que Serge nous a analysés. Par exemple, bah, 8 PME belges sur 10 n'ont aucun plan de protection, c'est quand même beaucoup. effectivement, oui, le constat est ça rappelle, c'est énorme. 80 des entreprises sont régulièrement ciblées. On l'a vu, on a discuté. Alors il y a 17 des attaques qui sont, fructueuses, donc presque 20, donc presque 1 sur 5. Les PME ont 4 fois plus de risques que les grandes entreprises. Normal. C'est Mmh. hein, on va en discuter juste après. Les grandes entreprises, généralement, elles prennent des mesures qui sont beaucoup plus importantes, et les PME, généralement, soit elles en prennent très peu, soit voire même pas du tout. Et finalement, beh, là, le dernier point, c'est que la Belgique, elle est dans le top 15 des pays, les plus touchés au monde. Ça, c'est quand même, Qu'est-ce qui explique ça, que la Belgique, c'est dans ce fameux top 15? Parce qu'on est un pays qui est justement fort axé sur l'informatique et donc fatalement par mmh répercussion, ou, on est, mal protégé finalement? Alors c'est un pays, où, on a beaucoup d'industries pharmaceutiques, où on a beaucoup plus d'industries qui sont à risque et qui sont plus intéressantes justement, pour les hackers. Faut pas oublier que la Belgique aussi, c'est la capitale de l'Europe. Donc entre autres, il y a quand même pas mal de facteurs qui font que la Belgique maintenant est une cible de choix, Ouais. malgré notre petite taille, hein.
Alors, on va voir aussi que, il y a différents types d'attaques avec une qui est en très nette augmentation, la fameuse demande de rançon, hein. On se croirait un peu, revenu au temps des Far West, mais c'est, le temps moderne finalement. Exactement, c'est ça, il y a rien à faire, hein. 80 du temps, ce sont des demandes de rançon, ce sont les attaques qui sont les plus populaires. Ici, on voit, qu'il y a aussi des attaques par déni de service, des attaques virales générales, des fraudes externes, hem, des défigurations de sites web et cetera et cetera, et on remarque que de façon moyenne, il y a au moins 3 de ces attaques. Il y a au moins 3 des attaques les plus populaires qui sont, reprises à chaque fois pour chaque, PME Mmh. qui se ferait hacker. Et alors, ici, on parle de PME, mais il y a énormément de gros acteurs aussi, dans notre pays qui se sont déjà, fait avoir. Heu, on en entend quand même assez régulièrement dans la presse et dans les médias. Oui, effectivement, déjà, on peut citer le SPW. A priori, on pourrait se dire: «Tiens, ils ont toutes les normes de sécurité». Mais voilà, ça reste quand même des gros organismes, mais au final, personne n'est infaillible. On peut parler aussi heu, une grosse panne informatique qu'il y a eu dans la clinique de Saint-Luc, l'usine, Jaguar Land Rover, ou encore cette année, il y avait eu, Orange qui s'est fait hacker. Donc voilà, ce sont des grosses structures, il y a rien à faire. Mais il y a également, on en cite d'autres ici, 3 autres, Knauf, heu, Picanol, et finalement, ici, on avait le CHR de Sambre-et-Meuse. Ouais, ça a duré très longtemps pour le CHR justement et tu Ouais. voulais un peu revenir, en détail sur, cette attaque du CHR. Exactement, donc allez, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi. C'était une, cyberattaque par virus, sophistiqué. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y avait eu un blocage du système IT, avec complètement retour au papier. Entre autres, il y a eu 127 gigas de données qui ont été publiées sur le darknet. Alors, il faut bien se rendre compte que des données, des hôpitaux, c'est des données qui sont extrêmement sensibles. On parle de données, médicaments, l'âge, et cetera et cetera. Ils ont eu un service qui était limité, tout ce qui est, service d'urgence, extrême, accouchement, et Mmh. cetera. Ils ont eu pas mal de soucis par rapport à ça, et finalement, ils ont dû reconstruire des réseaux pendant plusieurs semaines pour Mmh. retomber un peu à la normale. Mais c'est quand même affolant de se dire que, justement, il y a des hôpitaux où qui Ils ne pouvaient subissent. pas tourner, normalement Exactement. Ça peut aller très, très loin, et les dégâts, ça peut faire de fameux dégâts. et toi Serge, dans ta carrière justement, les hôpitaux, tu en as vu aussi défiler avec ce genre de Oui, problème? tous les hôpitaux en Belgique à peu près, ont été attaqués. On l'a pas dit forcément dans la presse pour tous, mais il y en a qui sont quand même plus connus. Je pense, moi, quand j'étais encore opérationnel, j'ai vécu de très près la cyberattaque sur le centre hospitalier Wallonie-Picarde, hein, le Ouais. Chouapi, qui change de nom d'ailleurs maintenant. Et là, il a fallu 1 an pour tout reconstruire, et le coût de cette reconstruction, c'est un chiffre, enfin, c'est 7 chiffres, hein. Je ne peux pas vous le dire exactement, mais c'est 7 chiffres. Alors, on parle de ces dégâts, bien sûr, on a mis les patients en danger de mort, hein, dans certains cas, Mmh. parce que l'hôpital ne fonctionnait plus du tout. Là, c'est un problème de mise à jour. Là, c'est pas enfin, c'est à partir du facteur humain, parce que la mise à jour, ils étaient au courant qu'ils devaient la faire, mais ils avaient un peu traîné, trop traîné, et c'est ça qui a entraîné vraiment l'arrêt de tout l'hôpital. Il faut se rendre compte que c'est pas rien, hein, on déroutait les ambulances, et puis, voilà, les médecins qui ne savent plus faire leur travail, il y a plus Mais de oui. DPI, hein, dossier patient informatisé, et le facteur humain, là, a beaucoup joué aussi, au niveau de dépression, de burn-out Mmh. pour l'équipe qui a dû retravailler pour reconstruire tout le système. 1 an, hein, que le SPW, il s'en tire encore bien par rapport à ça. Ça aurait pu être évité, clairement. Maintenant, je ne jette pas du tout la pierre, hein, mais je dis un constat, simplement. Donc il faut tenir compte, toutes les failles, ce sont des portes d'entrée. En fait, il y en a partout, hein, dans tous les Mmh. systèmes, que ce soit dans les grandes entreprises, et particulièrement aussi dans les Mmh. PME pour d'autres raisons. Voilà, donc absolument personne n'est à l'abri. C'est ça qu'il faut bien penser. Vous avez entendu cette phrase bateau sans doute des dizaines de fois. C'est pas quand, enfin, c'est pas si, C'est pas mais si, c'est en fait, quand. c'est l'inverse, c'est pas si, c'est quand Mmh. vous allez être attaqué. Voilà. Alors, autre secteur qui n'a rien à voir avec le secteur hospitalier, Knauf par exemple s'est aussi fait, attaquer. Exactement, en 2022, donc voilà, 3 ans. C'était une, cyberattaque par ransomware, et on l'a dit, c'était, le ransomware, c'est une des attaques les plus populaires. L'impact, c'était un arrêt des systèmes, IT à l'échelle mondiale, carrément à l'échelle mondiale, avec une obligation de passer en mode, manuel, donc sur Excel pour la production et la logistique.
il y a eu pas mal de retard au niveau des livraisons et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et effectivement, encore une fois, une fuite de données à Mmh. concurrence de 20 qui ont été publiées sur le dark web. Alors au niveau du ransomware, ici, on ne sait pas s'ils ont, pas trouvé d'informations s'ils ont finalement, Payé. payé, cette fameuse rançon. Mais en tout cas, voilà, ils ont quand même trouvé des solutions, mais c'était un peu, Oui, il faut aussi savoir que le ransomware a évolué, hein, comme tout le reste, défavorablement pour les victimes puisque c'est de plus en plus, disponible facilement, hein. Il faut aller dans le dark web. On peut louer des ransomware, ce qu'on appelle le ransomware as a service, hein. On peut tout louer, donc on ne demande pas du tout, des compétences, techniques. Il suffit d'aller choisir, de payer 250-500 $. Voilà, et puis après on a les cases à cocher pour les cibles qu'on veut attaquer, tout simplement. Et puis si ça marche, si la victime paye, il y a 30 généralement qui sont reversés au groupe Mmh. qui a développé, le code informatique pour ce ransomware. Voilà, donc Mmh. avant, il fallait peut-être être un peu plus barbu comme on dit, en termes informatiques. Maintenant plus du tout, hein, plus du Ouais. tout. On va se servir, on va louer tout ça dans le dark web. Ouais et c'est des pratiques, finalement, qui sont moins connues du grand public, finalement, donc pour ça qu'il faut y faire, Oui, oui, très oui. attention. L'avantage, si je parlais en tant qu'acheteur ou loueur de ransomware, c'est qu'on a une version qui est toujours à jour, hein. Voilà, puis ça coûte pas très cher par rapport aux bénéfices qu'on Mmh. peut engranger, hein. Et alors, troisième cas que tu avais pointé, Mathéo, Picanol en ouais. 2020 déjà. Pareil, c'était une attaque par, ransomware. Également, pour eux, ils ont eu un arrêt complet de la production pendant 2 semaines avec 1 500 employés. Ça chiffre, ça fait mal, pardon. Ils étaient en chômage technique. Alors, il y a des sites qui ont été touchés dans plusieurs pays comme, la Belgique, la Roumanie et la Chine. Par contre, eux, on le sait, ils ont refusé de payer la rançon et pour se sauver, ils ont utilisé des backups. Mais voilà, c'est Heureusement qu'on les a, du coup, à ce ouais, moment-là. non, c'est ça, heureusement qu'on les a et donc voilà, ça reste c'est des grosses structures et si des grosses structures qui a priori ont mis en place des mesures nécessaires, beh, a priori personne n'est à Mmh. l'abri. Et justement, on l'a déjà évoqué, avec Serge, mais il y a énormément, de problèmes et de risques qui sont liés à cela. Oui, le plus important, c'est une paralysie des systèmes, une perte d'exploitation. Si vous avez des employés qui ne peuvent plus travailler, c'est des employés que vous devez continuer à payer ou même vous, si vous travaillez seul, c'est une partie du temps où vous ne pouvez pas effectuer votre travail, ça coûte. Tout ce qui est vol ou la perte de données qui sont sensibles, vous avez sûrement des données sur vos fournisseurs, vous avez des données sur vos clients, vous en êtes responsable. Si ces données fuitent, voilà, on peut vous attaquer en justice pour négligence par rapport à la gestion de ces données-là. On en reparlera par la suite. Tout ce qui est brèche dans le système de sécurité, l'exposition à un chantage, on en a parlé, le fameux ransomware, l'atteinte à la réputation. Une entreprise qui se fait attaquer, généralement, c'est pas très bien vu. Est-ce Mmh. qu'on a toujours envie de lui faire confiance? Est-ce qu'on a envie de collaborer avec elle sur un plan professionnel? En tant que client, est-ce qu'on a envie de lui faire confiance? Est-ce que j'ai envie de lui donner mes données? Est-ce que j'ai envie de d'acheter? Voilà, c'est toujours un peu compliqué finalement, un préjudice commercial comme, le vol de données sensibles en matière concurrentielle. Si je peux me permettre d'ajouter quelque Mais chose, permets-toi. la question qu'il faut vous poser en tant qu'indépendant ou patron de PME, TPE, PME, est-ce que vous avez, combien avez-vous dans votre trésorerie, en fait? Parce qu'il faut pouvoir tenir le coup en moyenne 3 mois. C'est à peu près le temps pour une PME de remettre en route les systèmes. C'est un peu plus court qu'un hôpital, mais c'est quand même en moyenne, hein, c'est quand même 3 mois. 3 mois pour lesquels il faudra payer les salaires, effectivement, payer les fournisseurs, enfin payer toutes les factures. Donc la question à vous poser, est-ce que vous avez assez dans votre trésorerie pour tenir 3 mois? Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, si vous êtes victime de ransomware, Mmh. malheureusement, la faillite n'est pas loin. Le dépôt de bilan, la faillite n'est pas loin. Je peux parler quand on parlera des sauvegardes, je donnerai un exemple concret, que je connais en tournée avec une TPE de 15 personnes, qui est en faillite aujourd'hui, hein, parce OK. qu'à cause de sauvegardes mal faites. On en reparlera On plus en tard. reparlera, Oui, un peu plus tard et oui. justement, ici on a parlé de grands groupes, hein, finalement. On a parlé de Picanol, de Knauf, du CHR, Sambre-et-Meuse. Je pense que si vous avez été attentif, vous avez la réponse à cette question parce qu'on vous demande à votre avis, vous, petite entreprise, indépendant, est-ce que vous avez moins de risques d'être attaqué
qu'une grande entreprise. Alors oui, vous en avez nettement moins parce que vous êtes plus petit ou juste un peu moins. Non, vous avez autant de risques ou non, vous êtes même plus exposé. Dites-nous un petit peu dans l'onglet sondage ce que vous pensez pendant que vous votez. Alors j'ai une question un peu plus technique de Félix qui parle de Windows 11. Il dit Windows 11 est en pleine attaque actuellement par des pirates sur base de défauts de correction de Windows, défauts existants depuis longtemps. Comment Windows va-t-il régler ce problème? Serge, est-ce que tu as un insight? On n'est pas trop sur le sujet, mais comme je sais que tu es informé surtout, je Oui, pose bah, la enfin, question. moi, je n'utilise pas Windows déjà. C'est déjà une bonne pratique, mais bon, soit. Bah, oui, il y a des failles de sécurité sur tous les systèmes d'exploitation. Alors, si cette faille est connue, en principe, il y a un correctif qui doit arriver. Donc, voilà, donc en principe, on ne devrait pas trop s'inquiéter. On peut espérer que Microsoft va faire le nécessaire pour corriger le code Mmh, le plus rapidement possible et faire les mises à jour. On en parle aussi, des mises à jour, plus en détail par la suite. Voilà, mais tous les systèmes, hein, évidemment, sont vulnérables, particulièrement Windows. Pourquoi? Parce que c'est le système le plus utilisé, mmh, bien sûr. Je ne dis pas que les autres, systèmes, sont meilleurs. Je dis simplement que Windows est le plus utilisé, donc forcément, il est la cible de plus c'est d'attaques, ça, hein, évidemment. fatalement. Si on va à la pêche au gros, À la finalement, on pêche va aux aller, gros, c'est clair, chercher là où il y a le c'est plus. clair, c'est Eh clair. bien, merci pour la réponse, Serge. Ils ont eu le temps, de voter, à ce dernier sondage ou à votre avis, une petite entreprise a-t-elle moins de risques d'être attaquée qu'une grande entreprise? Vous nous dites à 42 non, on a autant de risques. Non, on est même plus exposé. Oui, un peu moins quand même pour un quart d'entre vous. Donc Serge, il y a quand même encore ce mythe de: «Bah, moi, je suis trop petit, j'intéresse personne, j'ai une petite clientèle à l'échelle, mondiale, je ne vaux rien». C'est C'est un mythe ça. ça? Oui, c'est un mythe, hein. Bien sûr, tout ça, il faut l'oublier, hein. Bien sûr que vous êtes une cible, nous sommes tous des cibles. Je je donne toujours comme exemple quand je regarde mon site internet, hein, je vais voir le back-end, hein, la partie technique de mon site internet qui est juste une page vitrine pour dire: «Je suis là». Et j'ai en moyenne à peu près, une vingtaine d'attaques par semaine. Donc je suis pas à 2000, hein, je suis Mmh. beaucoup moins parce que j'ai pris des précautions. J'essaie quand même de sécuriser mon site. Mais il y a personne qui m'en veut personnellement, hein. Ce sont des robots qui tournent, c'est ce qu'on appelle le risque aveugle en cybersécurité. Vous avez des robots qui tournent sur internet, automatiquement, qui cherchent les failles. On voit, tiens, là, je suis sur un site, c'est du WordPress. Oh, c'est quelle version de WordPress? Quels sont les plugins qui sont installés? Ah, dans ce plugin-là, il y a une faille, et cetera, et cetera. Donc tout ça, ça teste, hein, ça teste votre installation, et bien sûr que vous êtes des cibles. En plus, les cybercriminels ne cherchent pas tous à voler des secrets d'État, hein, ils cherchent surtout des cibles faciles. Et les PME, les TPE, les PME, les indépendants, qui sont tout seuls, bien sûr qu'ils sont plus faciles à attaquer que Microsoft, Apple, Mmh. Google, Amazon, et cetera, hein, qui ont mis évidemment tous les moyens nécessaires, qui ont le personnel pour ça. En général, on sait que dans les TPE, les PME, il y a pas beaucoup de personnel, Mmh. c'est souvent un prestataire externe, hein, qui va gérer l'informatique, ou alors c'est la personne qui s'y connaît, mais qui prendra sa pension dans 6 mois et qu'on a toujours personne pour la remplacer. Ça, c'est Mmh. très typique dans les TPE, les PME, c'est comme ça. Donc oui, oubliez que vous êtes trop petit, non, vous n'intéressez pas le monde, mais si on peut quand même faire de Mmh. l'argent avec, en vous bloquant votre activité, on le fera. Vos données valent de l'argent, Bien peu sûr, toutes les importe la données. quantité que vous en Oui, oui. avez et Bah, ben oui, voilà, hein, pourquoi les indépendants aussi et quand bien sont même, hein, ciblés. si vous êtes complètement bloqué, vous ne savez pas remettre, en état, bah, c'est la faillite encore une fois. Mmh. Et tu as justement des cas concrets, que tu connais en Belgique? Oui, ben, voilà, donc vous les voyez à l'écran, des PME qui sont paralysées, des professions libérales qui sont aussi très attaquées. Les notaires, par exemple, sont attaqués en permanence, les avocats sont attaqués en permanence, enfin bref, et les commerçants qui sont tout seuls aussi se font piéger. Alors, je voulais citer juste, l'histoire d'une petite entreprise du côté de Tournai qui s'est fait attaquer par un ransomware. Tout était bien sûr crypté, plus moyen de travailler, hein, on n'avait plus accès à rien. Et là, ils avaient un prestataire externe, la petite société informatique du coin, et le patron, un peu en détresse, hein, a appelé, son prestataire. Il a dit: «T'inquiète pas, je fais les backups depuis 3 ans, je vais faire une restauration, ça va durer une demi-journée, tout va repartir». Non, et rien n'est reparti parce que les backups étaient corrompus.
on n'avait pas testé ces backups. Donc ça, c'est une chose à retenir. Vous faites des backups, c'est très bien, mais il faut aussi tester de temps en temps en faisant une restauration. Voilà. Et ça, vous pouvez le demander à votre prestataire, ça doit être dans le contrat, bien sûr, mais c'est une chose à faire. Le backup, dire j'en ai un, c'est très bien, mais il faut être sûr qu'il fonctionne. Ouais. C'est mieux. C'est mieux. Alors, on a déjà abordé, énormément de coûts, hein, que ça Oui. coûtait aussi justement, que ce soit en termes de salaire, hein, continuer à payer vos frais et cetera. On a encore ici sur ce slide, Matteo, quelques petites choses, c'est un peu finalement quand on est, dans les dépenses, il y en a toujours qu'on oublie. Ben là, c'est un peu la checklist de tout ce que vous auriez à payer si vous vous y attaquiez finalement. Exactement. Bon, c'est pas une liste exhaustive, hein, parce qu'on peut toujours en trouver davantage, mais Ouais. c'est déjà, il y en a déjà pas mal. On retrouve entre autres, les frais de notification aux clients qui, affectés, et aux régulateurs. Alors, bien entendu, si jamais on a on se fait attaquer, il faut le communiquer, c'est une obligation. Tout ce qui est frais d'expertise IT, pour les systèmes qui sont endommagés, il va falloir faire, peut-être, remettre le site à jour, peut-être, récupérer des données, et cetera, et cetera. Les frais de réparation et de restauration de données, comme on l'a dit, les honoraires d'avocat, les frais de défense, si Mmh. jamais, les données avaient été, les données d'un fournisseur, de clients, se retrouvaient étaient publiées un peu partout, et que ces personnes se retrouvaient lésées à la suite de cette fuite de données. Hem, des frais de relations publiques pour la communication de crise, des frais de veille et de crédit monitoring, des dommages et intérêts à des tiers en cas de violation des données personnelles, dommages à la réputation de l'entreprise, on en a Mmh. parlé, très important, les pertes d'éléments de propriété intellectuelle, et des rançons en cas d'extorsion pour éviter la divulgation de certaines données. Ouais, et tu nous as même ici mis un slide où justement on voit le coût finalement, une petite estimation de ce que ça peut coûter finalement, on peut chiffrer, selon le nombre d'employés. Exactement, ici, par exemple, on prend le nombre d'employés, où ils sont 3. Au niveau des heures perdues, on en prend 80. 80, ça correspond plus ou moins à une dizaine de jours. Avec un salaire horaire moyen de 21 €, ça correspond déjà à 5 400 € Mmh. et ça uniquement pour les salaires. Parce qu'on ne parle pas de l'incident au niveau de la perte des données, au niveau de sa responsabilité, au niveau des frais pour la réparation des données qui ont été perdues, de la réputation. Et voilà, là, j'ai parlé pour les 3, mais si on prend, une entreprise de 50 personnes directement, 10 jours, ça Mmh. correspond à 84 000 €. Ça augmente déjà vachement plus Oui, Et évidemment. c'était qu'une petite partie des frais. Ouais. C'est une petite partie, ouais. exactement. Ça, Ça fait parce déjà qu'on a, mal. oui, il y a toutes celles qu'on a citées, Oui, Ah oui, non, c'est ça. juste avant, c'est bien pour ça, évidemment. je reviens sur la question, est-ce que vous avez au moins pour tenir 3 mois dans votre trésorerie? Hem C'est bien tout ça parce que, voilà, on sensibilise, hein, c'est quand même des chiffres assez impressionnants. Le titre de ce webinaire, c'est les assurances, mais il faut pas croire qu'une assurance va tout régler, de base, et donc, il y a peut-être des questions finalement essentielles avant de signer, à se poser, Serge, et pas foncer vers une assurance en se disant que c'est la recette, Ah non, non, à tous les non. problèmes. Ben non, hein, comme toutes les assurances, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des prérequis. Déjà, est-ce que vous faites vos sauvegardes, bien, hein? Je vais vous donner un exemple où c'était mal fait, voilà, donc pas de vérification de la validité des backups. Vous devez avoir une politique de sauvegarde, ce qu'on appelle la 3-2-1 au minimum, c'est-à-dire, 3 backups sur 2 supports différents, dont un externalisé. Ça, c'est une bonne façon de faire. Quand on dit externaliser, ça peut être dans le cloud, bien sûr, avec des précautions à prendre aussi, bien sûr. Protéger l'accès aux emails professionnels, ben oui, il y a des messageries qui sont plus sérieuses que d'autres, Voilà, je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais il y en a qui sont vraiment sécures, d'autres qui le sont beaucoup moins. Est-ce que je suis capable de détecter un email de phishing? Bon, maintenant, c'est de plus en plus compliqué parce que l'intelligence artificielle est là. Mmh. On oublie les phishing, les fautes d'orthographe, ou alors il va falloir en refaire des fautes d'orthographe pour montrer que c'est bien nous, je ne sais pas. C'est une bonne Maintenant idée. maintenant, c'est trop bien fait avec, l'IA, donc vous pouvez vous faire piéger comme ça très facilement. Enfin, il y a des tas de façons de piéger les gens. Voilà, donc il faut absolument être sensibilisé à ça. J'ai dit que le phishing, c'était, 91%, c'est ça? Mmh. Ça commence par un phishing. Une cyberattaque commence par un phishing, donc voilà. Faire Voilà, il y a des mesures à prendre, il faut être bien sensibilisé, il faut bien réfléchir, mais rappelez-vous que les mises à jour, c'est ultra important parce que c'est la seule chose qui pourra vous sauver, le cas échéant. La seule chose vraiment qui pourra servir. Si vous faites bien les mises à jour, mais vous les laissez brancher en permanence à votre système, si votre système est infecté, les backups vont être
les backups vont être corrompus aussi. Donc Mmh. voilà, mise à jour et sauvegarde, ça va ensemble. Et donc, avant de plonger finalement dans une assurance, il vaut mieux, comme on l'a compris, déjà faire un petit état des lieux de sa propre sécurité et donc, à nouveau un petit clin d'œil justement à la séance de conseil, que vous pouvez avoir via becybersafe.be. Je vous remets, le lien justement vers cette séance de conseil, gratuite dans le chat, parce que, justement sur base de cette séance de conseil, vous allez déjà avoir plein d'outils pour vous permettre d'aller plus loin dans votre sécurité et puis après peut-être seulement vous poser la question d'une assurance, Serge. Voilà, si je peux revenir sur le coaching Ouais, BeCyberSafe, bien sûr. si c'est avec moi, je vous donne vraiment des conseils de bonne pratique qui ne coûtent rien la plupart du temps, hein. Donc c'est totalement gratuit. Vous ne devez pas investir dans des choses faramineuses, pas du tout. Simplement, on parle d'hygiène numérique. Bon, il y a parfois un petit logiciel ou l'autre, mais franchement, ça coûte pas cher, beaucoup moins cher qu'une cyberattaque. Voilà, n'oubliez pas, inscrivez-vous, profitez-en Ouais. tant que c'est possible. Profitez-en, c'était vraiment un beau cadeau qui est, à votre disposition. En termes de beaux cadeaux aussi, Serge, tu nous as mis une petite checklist aussi finalement des choses à avoir, à faire, Ben oui. pour déjà avoir son autodiagnostic de sécurité. Ben voilà, on l'a déjà dit, hein, il y a des choses qui se répètent, mais c'est vraiment taper toujours sur le même clou. Donc faites les backups correctement. Si vous le voulez, on discutera après de ce que c'est la politique 3-2-1. L'authentification de facteurs, la 2FA comme on dit, ou la MFA, c'est quelque chose qu'il faut utiliser dès que c'est possible, hein. Dès que c'est possible, il faut l'utiliser. Il ne faut pas passer à côté de ça, parce que c'est la deuxième clé. La première va peut-être sauter, le mot de passe sera peut-être craqué, mais avec la 2FA, ça devrait aller beaucoup mieux, ça devrait vous protéger. La sensibilisation au phishing, il y a d'autres choses, hein. Il n'y a pas que le phishing, évidemment, dans la vie. Donc la sensibilisation générale à la cybersécurité, faites les mises à jour. J'ai parlé du Schwapi tout à l'heure, c'est une mise à jour qui n'était pas faite, qui aurait dû être faite. Ça avait été fait, elle aurait évité la catastrophe. Quand vous travaillez avec un prestataire externe, il faut vérifier dans le contrat aussi comment il gère aussi sa cybersécurité. Si vous êtes sous-traitant d'une entreprise importante ou critique, alors là, c'est encore pire parce que vous devrez respecter la directive NIS 2, mais ça, on ne va pas l'aborder, je le dis simplement. C'est 140 critères, donc c'est un peu plus que ce qu'il y a sur l'écran. Et il y a une procédure en cas d'incident. Ça, c'est super important. C'est pas quand c'est arrivé qu'on dit tiens, on va faire une réunion pour savoir ce qu'on va faire. Mmh. Non, ça se prépare. Vous devez imaginer, voilà, vous devez préparer ça, connaître vos actifs, hein. Quand je parle des actifs, c'est tout ce que vous avez comme matériel informatique, les logiciels, etc. Qu'il faut contacter, enfin une checklist, hein, tout simplement. Et c'est important de l'avoir avant l'incident et sur papier, hein. C'est pas la peine de faire un beau PDF qui va rester crypté sur votre serveur. Non, vous le faites sur Si le ordinateur, serveur, il est mais plus vous l'imprimez. atteignable, c'est un peu Voilà, embêtant. une version imprimable et à jour. Parce qu'il y a des gens qui oublient ça. Mmh. J'en ai connu, hein, qui disent: «Oh moi on avait tout mis, mais on n'a plus accès». Bah, c'est normal. Non, il faut une procédure papier, bien évidemment. Voilà. Ça, c'est le strict minimum, hein, qu'il faut regarder dans les Mmh. prérequis. Et justement, dans cette petite checklist, on va vous poser la question dans l'onglet sondage qui apparaît maintenant à l'écran, de savoir lesquelles de ces mesures sont déjà en place dans votre organisation. On va voir un petit peu quelles bonnes pratiques vous avez déjà mis en place. Est-ce que vous faites des sauvegardes régulières, vous avez utilisé l'authentification à deux facteurs, vous vous êtes formé au phishing, vous avez formé vos collaborateurs, mise à jour régulière, est-ce que vous avez des contrats IT qui sont sécurisés, ou comme Serge l'a dit, hein, une procédure d'incident, parce que c'est pas au moment où tout part en fumée qu'il faut peut-être s'en inquiéter. Donc, envisagez d'abord le pire. Vous avez la possibilité de répondre à plusieurs choix, hein, évidemment. Donc, cochez toutes les mesures qui vous conviennent, bien évidemment, avant de voter. Déjà, on voit que l'authentification à deux facteurs est quand même bien reprise, ainsi que les mises à jour régulières, les sauvegardes régulières. Un peu moins formé au phishing, mais quand même, ce dont on pense le moins, ce sont les contrats IT sécurisés, les procédures d'incident. Oui, ça reste, on va dire, on avance au final dans la pyramide de la cybersécurité. On est déjà dans des choses qui sont peut-être un peu plus techniques aussi, mais qui sont bien à voir, Serge. Bah, plus technique, on peut se faire aider bien sûr, Mmh, mais c'est pas tellement technique de faire une procédure d'incident. Le tout, c'est de savoir ce qu'on doit mettre dedans, hein, voilà. Et mmh, ça, c'est voilà, je dis le plan du réseau dans une entreprise, enfin, c'est des choses de base.
Encore une fois, je l'ai dit, les actifs, matériels, logiciels, les licences, et cetera. Bah, bref, les numéros de téléphone, pour appeler son prestataire, enfin bref, plein de choses comme ça qui tombent un peu sous le bon sens. On n'a pas le temps ici de développer tout ça, mais ça ce sont des Mmh. choses qui tombent sous le bon sens, tout simplement. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de plus technique? Oui, les contrats, bah, là, Mathéo peut donner peut-être un coup de main. Quand on prend un prestataire informatique, oui, il faut quand même savoir ce qu'il va faire, ce qu'il a prévu de faire ou de ne pas faire en cas d'attaque, de cyberattaque. Est-ce que c'est prévu? S'il n'a rien prévu, c'est un peu compliqué Mmh. d'aller l'attaquer par la suite. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses dont il faut tenir compte, qu'il faut prévoir et qu'il faut essayer d'anticiper au maximum. Et en tout cas, on a un public qui fait ses mises à jour régulièrement et qui utilise C'est bien, l'authentification à 2 facteurs, c'est donc c'est bien. déjà un début. Formation au phishing, vous avez aussi, hein, via, le programme BeCyberSafe, si vous allez, dans l'onglet webinaire, vous pouvez retrouver les replays, d'autres webinaires du programme qui ont eu lieu, notamment, sur le phishing. Donc ça aussi, c'est de la formation et de la sensibilisation. On est là, bien évidemment, pour ce genre de pratique. Alors, on l'a dit, hein, ici aujourd'hui, on va parler d'assurance, même si une grosse partie reste de la sensibilisation. Il y avait un peu 2 stratégies à comparer finalement, celle de s'assurer immédiatement et de se dire: «Ben voilà, au moins on est tranquille», ou ben ici on a plutôt appuyé sur le deuxième cas de figure, Serge, de on va peut-être plutôt assurer sa sécurité avant d'aller payer une assurance. Clairement, c'est la stratégie 2 qu'il faut appliquer. On oublie la 1, ça ne sert à rien parce que vous allez vous faire jeter par la compagnie d'assurance. Personne ne va vouloir vous assurer si vous n'avez rien fait. Donc, renforcer les défenses, bien sûr, c'est ce qui permet on montre on n'est peut-être pas parfait, mais on a fait quelque chose en tout cas pour essayer de se protéger. Il y a peut-être des choses encore à améliorer, bien sûr. Il faut prendre le contrôle de son risque. Donc pour ça, il faut l'évaluer, faire cette balance, de ce qui est acceptable dans les risques, de ce qui n'est pas Mmh. acceptable, hein, de ce qu'on peut tolérer le cas échéant, parce qu'on ne peut pas demander aux indépendants d'être aussi bien sécurisés que les GAFAM, ça c'est pas possible. Mmh. En tout cas, il faut pouvoir démontrer qu'on a fait des efforts dans certaines choses, bien sûr. Heu, Ça permettra aussi de négocier de meilleures conditions quand on fait appel à un courtier indépendant, qu'on ne va pas directement à sa banque ou dans une compagnie bien ciblée. Et ça va aussi, de manière générale, réduire, pas empêcher l'incident, ça on n'y arrivera jamais, mais en tout cas réduire la surface d'attaque, Mmh. très certainement. Donc, stratégie numéro 2, tout de suite, bien sûr. Fonce sur la numéro 2. Alors, on va vous parler maintenant un peu plus en détail des solutions, d'assurance avec Matteo. Déjà, il y a un peu, on va dire, quelques prérequis finalement. C'est utile à avoir, déjà si on répond à un certain nombre de critères. Exactement, donc la cybermenace, elle pèse, sur votre entreprise si, ne serait-ce que si vous travaillez sur un ordinateur, aussi simplement que ça. Si vous possédez un site web, vous acceptez le paiement par carte bancaire, vous effectuez des paiements électroniques, vous stockez des données dans le cloud, vous détenez des informations concernant des clients ou des employés. Heu, Moi, on me revient souvent, on me dit souvent: «Tiens Mathéo, moi j'ai pas de je vends rien en ligne, une assurance cyberprotection, ça me sert à rien». Je dis: «OK, est-ce que allez, est-ce que vous êtes quand même actif un minimum en ligne?» Toutes les sociétés actuellement sont actifs un minimum en ligne, que ce soit via des logiciels qui leur sont propres, qu'elles soient en échangeant par mail, et cetera, et cetera. Tout est connecté, donc à partir du moment même où vous avez un ordinateur, vous échangez des mails, vous êtes à risque. Mmh. Aussi Dès simplement que qu'on a ça. une empreinte finalement un peu numérique, dès qu'on laisse sa Exactement. trace sur internet finalement, on est à risque. Justement, qu'est-ce qu'elles offrent, ces cyberprotections? Alors, elles offrent plusieurs points qui sont relativement très intéressants. Le premier, c'est au niveau de l'assistance, tout ce qui est frais d'expertise, sécurité informatique, donc identification et correction de la faille, retrouver, en fait, on va prendre en charge l'ensemble des frais des personnes qui sont jugées nécessaires pour régler le problème. Donc, par exemple, si on doit déceler l'origine du problème et détruire le virus, on va engager peut-être des informaticiens qui sont, comment dire, experts dans leur domaine pour trouver la solution. L'ensemble de leurs frais sont pris en charge. On a d'autres choses, notamment les frais d'avocat, pour tout ce qui est constitution de dossiers de recours, des gestions de recours de tiers et et cetera. On peut faire appel à un avocat, il y a rien à faire si des données, si des données ont fuité ou s'il faut se défendre parce qu'on se fait attaquer justement, parce que ces données ont fuité. Tout ce qui est frais de communication aussi, de gestion de crise.
Quand des données, relatives aux clients ou aux fournisseurs ont fuité, on est censé le communiquer, on est obligé de le communiquer. On a droit à l'information. Donc c'est conformément au RGPD. Ensuite, on a tout ce qui est dommages subis par l'entreprise. Ça, c'est un gros poste aussi, donc la perte de revenus consécutive à une cyberattaque et le coût des mesures, correctives, de mise en place. Il y en a beaucoup qui pensent que, bah, tiens, j'ai un revenu garanti ou alors qu'ils ont une assurance, perte d'exploitation dans le cadre de leur contrat d'assurance incendie. Il y en a qui pensent que ça pourrait intervenir dans le cadre d'une cyberattaque, mais il n'en est rien. Heu, Dans le cadre d'une cyberattaque, il n'y a que l'assurance cyber qui peut intervenir. Mais ça, on en reparlera un peu après. Il y a également tout ce qui est frais de notification de la violation des données aux régulateurs et aux personnes physiques, la frais de récupération des données perdues, volées ou endommagées et tout ce qui est crédit, monitoring. Ensu Ouais, vas-y. Ensuite, simplement, bah, tout ce qui est dommages causés à des tiers, il ne faut pas oublier l'assurance cyber, elle intervient pour tout ce qui est, dommages à sa société, à son pour l'assister et cetera. Mais c'est également une assurance de responsabilité. Vous êtes responsable des données que vous stockez. Encore une fois, que ce soit par rapport à un fournisseur, que ce soit par rapport à un client. Donc, si elles fuitent à la suite d'une négligence de votre part, à la suite d'une faute de votre part, vous en êtes responsable. Donc, si quelqu'un se retrouve lésé à la suite de ces données qui ont fuité, il peut se retourner contre vous et entamer une procédure en justice pour réclamer son dommage. Et donc justement, l'assurance de responsabilité, l'assurance libre de cyberattaque, pardon, c'est cybercriminalité, c'est une assurance de responsabilité. Elle intervient pour prendre en charge le dommage qu'aurait subi la personne qui s'est retrouvée lésée. Hem, donc elle prend en charge aussi les réclamations, de tiers consécutives à la diffusion de contenu sur les sites internet et les comptes des réseaux sociaux de l'entreprise. Donc vous voyez, c'est vraiment la responsabilité au sens large. Ensuite, finalement, il y a tout ce qui est enquête et sanctions avec, un accompagnement en cas d'enquête administrative et prise en charge de sanctions prononcées quand elles sont assurables. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, on est tous soumis au RGPD, on est tous censés mettre en place des mesures minimales pour, pour respecter les données de chacun. Donc ici, on pourrait avoir un accompagnement à ce niveau-là, une prise en charge de pénalités en cas de violation de données de carte de crédit, de la cyberextorsion, de la rançon, de la négociation. Oui, effectivement, tout ce qui est rançon, ça peut être pris en charge par la compagnie d'assurance. Alors attention, c'est sous condition, pour une bonne raison, c'est que déjà dans un premier temps, la compagnie d'assurance, elle va essayer de faire en sorte de mettre tout ce qui est dans son pouvoir pour régler la situation. C'est pas simplement, on n'a pas des hackers qui vont venir, ils vont Mmh. dire: «Tiens, je veux 15 000 €, donnez-moi ces 15 000 €», la compagnie d'assurance qui vient, qui les donne. Non, on essaie de régler le problème dans un premier temps et si vraiment en dernier recours, c'est la seule possibilité, on le fait. Et encore une fois, c'est sous condition pour une bonne raison, c'est que si l'organisme qui est derrière, donc les hackers, sont un organisme qui est jugé illégal, par exemple, ça sert à financer comment dire? Le terrorisme, Le terrorisme et cetera, ben, ce paiement, il ne peut pas avoir lieu. Il est illégal. Donc mmh. dans ce cas de figure-là, malheureusement, on ne pourra pas prendre en charge, enfin malheureusement ou heureusement, on ne pourra pas prendre en charge cette fameuse rançon. Là, j'ignorais personnellement, Mathéo, que certaines compagnies payent les rançons. Oui. Ah, ça, je pensais que ça ne se faisait pas, Ouais, donc car c'est j'ai appris quelque chose. C'est toujours limité, hein. C'est pas une bonne idée, je trouve. On est d'accord. Il y a des Mmh. solutions avant ça et Ouais, ouais. justement, c'est pour ça qu'on fait Mmh. appel à des Ouais, experts et ouais. c'est vraiment en ultime recours et encore une Mmh. fois, c'est soumis à condition OK. et il faut être éligible à ça donc Et justement, en parlant d'être éligible, on va taper sur le clou parce qu'on en a déjà énormément parlé, mais il faut justement avoir, on va dire, une certaine hygiène numérique pour pouvoir être éligible à ce genre de contrat d'assurance. bien sûr, effectivement, avant de pouvoir souscrire une assurance cybercriminalité, il faut quand même s'assurer d'avoir diminué un minimum le risque. C'est-à-dire en ayant un pare-feu, un antivirus qui est à jour, des sauvegardes régulières, comme en a parlé Serge, des mises à jour de correctifs appliqués, des authentifications à multifacteurs. Et en tout cas, il y en a plein. C'est pas une liste Mmh. exhaustive. Et moi, ce que je veux dire, c'est que ce qui est renseigné ici, c'est pas tout ce que vous devez respecter pour pouvoir souscrire une assurance. Ça dépend d'une compagnie d'assurance à une autre. Ça veut dire que, par exemple, si je vais en trouver une, peut-être qu'elles auront 3 critères bien spécifiques qu'il faudrait respecter. Si je vais en trouver une autre, ce sera 4 autres.
Alors, il y en a qui sont assez récurrentes, notamment l'authentification à plusieurs facteurs et les fameux backups. Hem, de l'autre côté, on me dit: «Beh, tiens Mathieu, est-ce que ça vaut vraiment la peine finalement de souscrire une assurance cyber si j'ai mis en place toutes ces mesures toutes ces mesures-là?» Mais oui, bien sûr, pour une bonne raison. On l'a vu, les grands groupes, ils arrivent quand même à se faire attaquer. Donc on a beau mettre en place le Mmh. nécessaire, c'est pas pour autant que qu'on est à l'abri, aussi simplement que ça. Et puis, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'un contrat d'assurance, c'est pas un contrat de maintenance. Le but, c'est de protéger le patrimoine de l'entreprise et de la remettre dans son pristine état, donc dans l'état avant sinistre, l'état Mmh. avant de se faire attaquer. C'est un peu ça. C'est c'est un peu comme un contrat d'assurance incendie. Contrat d'assurance Mmh. incendie, on doit prendre des mesures minimales. Par exemple, des portes coupe-feu, on doit prendre des extincteurs et cetera. Peut-être pas dans des petites habitations, mais quand on a un entrepôt ou des grosses structures, les compagnies d'assurance exigent une diminution du risque avec certaines mesures, minimales. C'est un peu, le slide qu'on voit à l'écran, que c'était une citation que Serge nous avait mis: «En cyber, l'assureur exige implicitement que vous soyez compétent avant même de vous couvrir», finalement. Bah oui, c'est clair, hein, mais c'est valable pour beaucoup de polices, hein, comme l'a dit Mathieu, mais en tout cas en cyber, ça paraît beaucoup c'est moins tangible en fait, hein, Mmh. ça reste du Mmh. virtuel, hein, donc bah oui, bien sûr, il faut remplir des obligations. Et on voit justement ici un petit, comparatif finalement parce que, bah, tu le disais en préparant ce webinaire que certaines personnes se disent: «J'ai une responsabilité, enfin j'ai une RC pro, ça me suffit». Bah, non, ça ne couvre vraiment pas du tout la même chose. Exactement, et si on prend les premiers sondages, il y en a il je pense qu'il y a une ou 2 personnes qui ont répondu: Ouais. «Oui, j'ai une assurance RC professionnelle». Alors, ici, il y a un petit tableau, que j'aime bien parce qu'il fait un comparatif entre l'assurance cyber et les assurances RC Pro qu'on pourrait avoir une RC professionnelle, cas classique, ou une RC des dirigeants. Mais on voit bien que tout ce qui est couvert par l'assurance cyber n'est pas couvert par l'assurance RC professionnelle, hein. Donc ce sont vraiment 2 choses qui sont totalement différentes. Il y a pas de double emploi par rapport à Mmh. ça. L'assurance cyber, c'est une assurance complémentaire et que je vous recommande vivement de souscrire. Et tu disais, Serge, justement que, beh, il y a un peu ce comparatif avec des assurances qu'on connaît très bien, hein, qu'on a Bah probablement oui. toutes et tous, à savoir l'assurance habitation, l'assurance auto, qui sont, beh, voilà, on voit très bien un peu le type de risque qu'on peut avoir avec ces assurances. Avec l'assurance cyber, un peu moins. Bah oui, parce que je l'ai dit, c'est virtuel, donc c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut sentir, voilà, ça reste, très complexe parfois ou voilà, très brumeux, dans l'esprit de beaucoup de gens, le cyber, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais oui, tout le monde sait ce que c'est qu'une assurance incendie, tout le monde sait ce que c'est qu'une assurance, auto, mais voilà, il y a des conditions strictes. Vous ne pouvez pas être couvert pour une assurance auto si vous n'avez pas de permis, voilà, il faut avoir passé un examen pour avoir le permis et cetera. Bah, en cyber, c'est un peu comme ça aussi maintenant, Mmh. hein, donc c'est pour ça il faut s'adapter évidemment, au goût du jour. Savoir que je l'ai dit, évidemment, les attaques vont continuer d'augmenter de plus en plus. Ça, c'est inévitable. Bah, quand vous prenez, votre voiture, vous savez que vous pouvez avoir un accident, mais quand vous allumez votre ordinateur, bah, vous pouvez être attaqué aussi, Mmh. bien évidemment. Et Alors c'est là, ce qui est virtuel va devenir très, très matériel, croyez-moi. mmh. Mais ici, c'est ça que j'ai remis un peu ce slide à l'écran aussi, c'est que, ben voilà, l'assurance auto, l'assurance vol, on sait vraiment de quoi on parle, tandis que, beh, l'assurance cyber a peut-être des critères un peu plus flous, qui ne sont peut-être pas encore standardisés, hein. Tu l'as dit Mathéo, que, bah, dans une certaine compagnie, on va vous estimer sur 3 critères, dans une autre sur 4 qui sont pas du tout les mêmes. Enfin voilà, il y a peut-être Exactement. aussi, un chemin à faire à ce niveau-là. Exactement, c'est ça, c'est vraiment des mesures de protection qui sont propres, elles ont chacun leurs mesures, elles ont calculé chacun leur facteur risque et c'est pour ça qu'il n'y a pas de allez, c c'est pour ça qu'il n'y a pas de compagnie préférentielle, il n'y a Mmh. pas de grand nom qui sort comme ça parce que justement, Alors, faut j'ai vu le formulaire de demande pour, quelqu'un qui souhaitait se faire assurer dans une grande compagnie dont je ne citerai pas le nom. Donc cette entreprise, hein, devait remplir un questionnaire, il y avait 90 questions. C'est beaucoup, c'est beaucoup c'est effectivement. beaucoup. Et il Voilà. faut savoir y répondre Il faut aussi savoir y à toutes répondre, ces oui, mais c'est questions. ce qui permet pour l'assureur de faire une analyse de risque, en fait, hein. Exactement. C'était une entreprise de combien de personnes? Ah, l'entreprise, Ouais, c'était une quarantaine de personnes, mais bon, bien oui, bien beau risque. Mmh. oui. Ah oui, non, parce qu'il avait choisi cette compagnie, précisément. C'est comme ça que j'ai eu l'occasion de voir ce formulaire.
Et donc, coup on a d'entreprise. un petit peu, déjà tapé sur le clou, sur le fait qu'il faut avoir des bonnes pratiques et donc on va vous remettre un petit sondage justement qui apparaît, à l'écran. On vous demande pourquoi une entreprise peut-elle ne pas être indemnisée malgré le paiement de sa prime? Parce que le contrat ne couvrait pas ce type d'attaque, parce qu'aucune plainte n'a été déposée à la police, parce que les mesures de sécurité exigeantes n'étaient pas en place ou parce que, le pirate n'a pas été identifié. Dites-nous un petit peu, ce que vous, pensez via, ce sondage qui fait office un peu de quiz, hein, parce qu'on espère que vous avez été attentifs à ce qu'on a dit. Et effectivement, hein, je vois que 83 vous nous le dites, 88 même que, parce que les mesures de sécurité qui sont exigées de base ne sont pas remplies. Donc, fatalement aussi, Mathéo, en tant qu'assureur, finalement, ça va être aussi votre boulot d'aller voir justement s'il y a un sinistre, on va l'appeler comme ça, hein, même si c'est un sinistre virtuel. Justement, est-ce que avant que nous, l'assurance, on ne paye, est-ce qu'on peut aller voir s'il était en tort? Oui, bien sûr et justement, à partir du moment où on a signé un contrat, dans ce contrat, il y a certaines clauses, ou en tout cas, il y a certaines demandes qui sont alors dans le cadre d'une assurance cyber, c'est purement explicite, hein. Il est explicitement mentionné dans tous les formulaires qu'on va compléter, les mesures nécessaires à prendre en compte. Donc un contrat, c'est bilatéral entre la compagnie Mmh. d'assurance et le client, donc l'assuré. Il faut que chacune des parties honore ses engagements. Donc, si la compagnie a demandé à ce qu'on respecte certaines normes, c'est sûr qu'elle va veiller à ce qu'elles aient été respectées. Et si ça n'a pas été respecté, malheureusement, il pourrait soit avoir un refus d'intervention ou une Mmh. diminution de l'indemnisation de la part C'est ça. de la compagnie d'assurance. Serge, d'ailleurs, tu nous l'as mis ici, un peu tous les risques finalement de refus d'indemnisation. On l'a dit, hein, le fait de ne pas être correctement, protégé, ne pas respecter les clauses, enfin voilà, il y Bah a oui, plein de encore une différentes. fois, comme pour tout contrat, hein, au niveau de la négligence prouvée, par exemple, ce qui pourrait, bon, arriver avec ça, c'est une amende qui vient de l'autorité de protection des données, hein, ce qu'on appelait la commission de la protection privée avant, parce que voilà, il y a des données à caractère personnel qui sont dans la nature, de dizaines, centaines de milliers de gens. Ça, on n'aime pas beaucoup. Et l'APD, enfin l'autorité de protection des données, peut prononcer une amende. Voilà. Donc, je peux dire par exemple pour un hôpital, dont je ne citerai pas le nom ici, qui avait été victime d'une cyberattaque, comme à peu près tous en Belgique, il y a eu une amende de 200 000 euros Mmh. parce que l'APD a estimé que tout n'avait pas été correctement fait il y avait eu des négligences, Mmh. hein, pour protéger les données à caractère personnel. Donc voilà, je ne dis pas que les amendes tombent tous les jours, c'est pas ça, mais c'est un risque. Mmh, c'est clair. Et tout le monde a sa part. Je me souviens que tu me parlais d'un exemple aussi, hein, les petits serveurs Plex, un employé qui n'a pas fait son travail de mettre à jour, qui lui est une porte d'entrée, ça peut Oui, oui, aussi, c'est bah, c'est se retourner contre vous, ouais, d'où ouais, c'est l'importance, si vous avez, du personnel, de le sensibiliser à ça. absolument, hein, De le absolument. former aussi. Former, oui, sensibiliser, c'est le minimum. Ouais. Après, former, bien sûr, oui, il faut aller étape par étape, hein, bien sûr. Oui, oui, en plus, l'exemple dont on parlait, c'était pour un gestionnaire de mot de passe, Ouais, tout à fait. avec un ingénieur senior qui avait commis une gaffe, monumentale. Facteur humain, encore une fois. Ouais, tout à fait et c'est souvent, dans 92 des cas, Ouais, par là que ça arrive. ouais. Bon, mais finalement, on a parlé des risques, hein. On a vu en termes de chiffres que vaut mieux pas se faire attaquer parce que ça va nous coûter très cher. Il y a des assurances pour nous aider, pour peu qu'on respecte, une bonne hygiène, de sécurité numérique. Donc qu'est-ce qu'on fait finalement demain, Serge? Par quoi est-ce qu'on commence? Ben, on commence par faire, son autodiagnostic, hein, encore une fois, son inventaire pour pouvoir, par la suite, faire une analyse de risque, Mmh, une balance de risque, bien sûr. Ensuite, on a parlé, on a déjà dit plusieurs fois, il faut se sensibiliser à ça. Alors je sais que la cybersécurité, c'est pas le sujet le plus sexy, hein, c'est aussi sexy que de remplir sa déclaration fiscale, mais c'est un mal nécessaire en tout cas, donc c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. À cause encore une fois du facteur humain, bien sûr. Et puis il ne faut pas hésiter à poser les questions à votre courtier, votre assureur. Et vous pouvez exiger des garanties solides, vous les aurez si vous avez satisfait aux prérequis, bien évidemment. Sinon, vous pourrez exiger tant que vous voulez, c'est ça. vous n'aurez rien. Voilà.
Et donc, pour le diagnostic, on vous met également le lien du Cyberscan qui se trouve sur le site de BeCyberSafe. Et juste au-dessus, vous avez toujours le lien pour prendre rendez-vous avec un consultant qui peut être Serge en l'occurrence pour avoir Sans doute. une analyse en cybersécurité de votre infrastructure. Et comme on l'a dit tout à l'heure, allez-y parce que honnêtement, ça peut réellement vous aider. Et d'ailleurs, on a un slide justement à ce sujet, c'est finalement pourquoi faire appel à un spécialiste indépendant? Ça coûte un peu sous le sens, hein, finalement. Mais Mathéo, pourquoi finalement est-ce qu'on devrait faire appel à un indépendant Parce comme que Serge? Parce que comme je l'ai dit, simplement, une compagnie d'assurance n'est pas à l'autre et une entreprise n'est pas à l'autre. C'est sûr qu'un indépendant, un notaire, un avocat, un médecin ou quelqu'un qui travaille dans l'ORECA, c'est pas du tout le même risque. Et il faut pas pouvoir le sonder, il faut pas pouvoir savoir exactement quelles sont les conséquences, quels sont les risques et mettre en place justement, conseiller au mieux la meilleure compagnie d'assurance qui répondrait au mieux aux exigences et aux besoins du client, de l'entreprise. Donc c'est pour ça, de l'autre côté, on a aussi cette flexibilité et on peut vraiment apporter la bonne solution. À contrario, par exemple, d'une banque Mmh. qui pourrait proposer maintenant pour les entreprises, je vois de plus en plus, des assurances cyber toutes faites. Les banques, malheureusement, je suis déjà tombé dans des dossiers où elles n'énumèrent pas avec le client les mesures de prévention qu'elles doivent prendre et ce qui est concrètement couvert. Parce que des fois, on peut avoir des Mmh. rapports, où on paye des grosses primes d'assurance pour des risques, qui sont, minimes parce qu'au final, elles couvrent peut-être en responsabilité 50 000 € ou des petites choses comme ça, là où certains contrats, la norme, on irait couvrir par exemple 100 000 €, 200 000 €. Voilà, le but, c'est vraiment de proposer la solution la plus adaptée, comme je l'ai dit, aux exigences et aux besoins de l'entrepreneur. Un courtier saura faire, la différence. Et comme Serge l'a dit, hein, l'important, ce n'est pas de savoir si ça va arriver, mais quand. Ça peut être vous, la prochaine victime. Et donc, Mathéo, quelles sont les choses finalement à retenir avant d'aller plus loin? Enfin, avant de clôturer ce webinaire. Alors, la chose la plus importante, c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, ça, il faut faire, très attention. On est tous susceptibles de se faire attaquer. Le risque, il est bien réel et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, Serge en a parlé, avec les robots qui tournent en arrière-plan, ils scannent de plus en plus, c'est de plus en plus facile. C'est en train de se démocratiser et en plus, on a une génération qui passe ses journées derrière un ordinateur, Mmh. donc a priori, c'est beaucoup plus simple pour nous d'accéder à certaines choses pour être malveillants. Les solutions de backup sont primordiales, ça c'est clair et net et finalement, il faut faire attention aux mesures de prévention et mettre en place le nécessaire avant même de pouvoir souscrire une assurance. Parce que comme je dis, un contrat d'assurance n'est pas un contrat de maintenance, c'est pas un antivirus, c'est pas un pare-feu, c'est vraiment en dernier recours. Serge, est-ce que tu veux rebondir sur le mot de la fin? Protégez-vous, C'est un bon mot de la fin, mais ce n'est sortez pas couverts. vraiment ton mot de la fin de ce programme BeCyberSafe parce Mmh. qu'on aura l'occasion de te retrouver le 24 novembre pour un webinaire justement qui sera consacré aux fuites de données, au ransomware, au hacking, Eh enfin, ben, tous des sujets qu'on a déjà abordés aujourd'hui. Tu sais déjà un peu nous teaser ce webinaire? non, parce que j'avais complètement oublié. Non, non, j'ai pas encore tout préparé, mais ce sera peut-être l'occasion d'aller dans le dark web peut-être, Ouh là! pourquoi pas? Bah oui, Je l'ai fait avec joie, avec joie. je l'ai fait il y a pas longtemps pour, des médecins. J'ai été leur chercher des dossiers médicaux qu'on pouvait trouver dans le dark web. Avec ça, pour la petite histoire, j'ai fait un beau phishing sur base des données médicales que j'avais et j'ai même fait un faux site, de labo médical, ils ont été assez contents de la démonstration. Je pense pas qu'on pourra tout faire On ici, pourra peut-être pas tout faire, mais pas en tout tout cas, faire, si on va dans le mais dark web, c'est le 24 novembre en si on y compagnie va, hein, je ne de ce promets rien. il ne promet rien, mais il annonce quand même un petit peu. Mais donc, le lien est dans le chat pour vous inscrire à ce prochain webinaire, donc d'ici une vingtaine de jours. Et puis, donc, n'oubliez pas le site becybersafe.be avec les outils de scan, la séance de consultance, mais également tous les replays de webinaires qui ont déjà eu lieu, hein. Il y en a déjà eu quelques-uns. Ce sera le dernier en compagnie de Serge, justement, le 24 novembre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà qui ponctue ce webinaire en 1 heure, hein, on l'avait annoncé, timing respecté. Merci beaucoup
À vous d'être venus nous partager vos expériences, hein, que ce Plaisir. soit en tant qu'assurance ou en tant que, on va dire, plus côté police, menace, analyse, parce que tu en as déjà vu beaucoup. Hein, Ouh là, oui. tu as un CV long comme le bras, donc tu en as vu. Hein, Tous connectés, tous concernés. c'est ça, exactement. Et bien, si vous voulez nous retrouver, rendez-vous donc le 24 novembre pour un prochain webinaire. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. Bye bye. Au revoir.